Bonjour Eve, Bonjour Astrid. je suis ravie de t'accueillir dans le cadre de cette soirée un peu exceptionnelle, enfin carrément exceptionnelle, des lauréates organisée par Elle et la Tribune. Et ce que je te propose, c'est, on a 3 quarts d'heure ensemble, une petite conversation sympa, que tu te présentes, tu nous dises un petit peu qui tu es et le pourquoi tu es ici. Enchantée aussi, je suis vraiment ravie d'être là et surprise, comme je te le disais, je pense il y a quelques secondes à peine. Alors pour me présenter, donc je m'appelle Eve, j'ai 30 ans, j'ai un petit garçon qui a 5 ans et sa naissance a eu pour conséquence de faire complètement shifter la trajectoire de ma vie, on va dire. Moi, j'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai arrêté l'école à 18 ans. Par contrainte, c'était vraiment une contrainte, faute de financement, enfin, des raisons économiques. Donc tu as été jusqu'à quel niveau en fait? Je suis allée jusqu'au bac, Ouais. que j'ai eu avec, une très, très bonne mention. Mais en fait, après le bac, j'ai été acceptée dans les écoles de lettres, j'avais très envie de faire, mais j'avais, pas de famille derrière moi ni rien, donc en fait, ça a été très vite, la décision, je pouvais pas rester à Paris, en fait, sans, soutien, financier. Donc j'étais un peu, perdue à ce moment-là, à me dire: «Bah, c'est quand même dommage». Moi, j'adore les études quand même. Mais bon, la vie a fait que, du coup, j'ai décidé de partir, en Australie parce que, je me suis dit: «Bon, bah, quitte à faire un travail alimentaire, autant le faire dans un pays où je vais pouvoir apprendre une langue étrangère, et me débrouiller par moi-même». Donc je suis partie avec, vraiment 800 € en poche. J'ai travaillé 2 mois pendant l'été, enfin peut-être 900, et je suis partie en Australie, un peu sur un coup de tête. J'y suis restée quelques mois et j'ai commencé là-bas à alors j'avais des je travaillais en tant que vendeuse et cetera. Enfin, c'était des boulots alimentaires, Des mais petits boulots j'avais, en fait. ouais, mais j'avais un petit peu de temps pour, du coup, m'intéresser à plein de trucs, et j'ai commencé à m'intéresser au digital. C'est là où j'ai commencé à ouais, au site internet, ce genre de trucs. C'était dans les années, 2010 et quelques, hein. Et en rentrant en France, ensuite, j'ai, continué, des petits boulots, puis j'ai pas mal, bougé. J'ai habité à Berlin ensuite, et à Berlin, je me suis pas mal, formée en fait, au code et au design, toute seule, et j'intégrais un petit peu les milieux start-up dans les incubateurs. Voilà, c'était assez cool. Donc tu es trilingue, allemand, anglais, français? Pas allemand. Non, je parlais en anglais, à Berlin. Ouais, je parlais en anglais, mais du coup, je suis bilingue, anglais et français et portugais, parce qu'après je suis arrivée au Portugal où j'ai habité pendant, quasiment 4 ans, et là-bas, j'ai développé, vraiment, mes compétences de développement, de code et cetera, et c'est là aussi où j'ai commencé à m'intéresser au documentaire et à la force, en fait, qu'on fait enfin, des messages qu'on peut faire passer à travers, le cadre audiovisuel. Et quand je suis rentrée en France, très rapidement, j'ai rencontré le papa de mon fils et je suis tombée enceinte. Donc c'était un bébé surprise, donc d'où je pense le bouleversement dans ma vie, parce que c'était quelque chose qui n'était pas prévu. J'avais 25 ans. Et en fait, en poursuivant ma grossesse, puis ensuite en accouchant, je me suis rendu compte d'énormément d'injustices dont j'avais pas forcément perçu avant, parce que je m'en rendais pas forcément compte. Mais en devenant mère, en fait, je me suis rendu compte du poids qu'on fait porter sur les épaules des mères, de l'isolement, et ensuite je me suis formée au féminisme de manière plus générale, et de là, j'ai commencé à faire des documentaires sur le sujet, spécifiquement sur celui des mères. Et j'ai monté une association qui aide les mamans en postpartum et qui a bien grandi aujourd'hui. Donc le club Poussette? Le Club Poussette, exactement. Et voilà, et aujourd'hui, du coup, je dirige Anne Suzanne, donc notre production audiovisuelle, que j'ai cofondée avec mon associée, Sarah. Et le Club Poussette, j'ai rendu la présidence, il y a un petit peu de temps, parce que c'est devenu tellement grand que je pouvais plus faire les 2 ensemble. Mais maintenant, ça vit très bien, ça a très bien grandi, et je suis autrice aussi, j'ai publié 3 livres. OK. Voilà, Joli parcours. c'était un peu long. Non, mais Désolée. en fait, c'est génial parce que tu es en train de démontrer par A plus B que même en partant d'un contexte qui pourrait ne pas être porteur, eh ben, on peut construire quelque chose d'incroyable. Alors raconte-nous un petit peu le Club Poussette, en quoi ça consiste exactement? Alors, le Club Poussette, c'est une association loi 901 qui, en fait, propose du soutien aux mères en postpartum. Donc, l'idée, c'est quand moi j'ai monté le Club Poussette, en fait, je faisais face à un isolement assez immense dans ma vie de jeune maman. Mes amis n'avaient pas encore d'enfants, et du coup, je me suis retrouvée vraiment très seule, que ce soit pendant le congé maternité, alors où là, c'était vraiment dramatique, mais même par la suite, en fait. Et j'étais vraiment pas bien, quoi. Et je me disais, mais c'est dingue, en fait, je viens de donner naissance à un enfant, je suis en train de faire
Enfin, en plus, une transition qui s'opère quand on devient mère, enfin, c'est pas facile. On a besoin d'être accompagné. Et j'étais terriblement seule parce que pas de famille, un coparent qui travaillait quand même pas mal, même s'il était présent, qui n'arrivait pas à comprendre les enjeux que moi je pouvais traverser, et pas d'amis. Donc, et je me souviens toute ma vie, je pense, être au parc avec mon fils qui jouait, qui était petit, qui devait avoir 1 an, et me dire, mais en fait, il y a 40 mamans là autour de moi au parc et personne se parle. Et c'est terrible en fait. Enfin, et on a toute la même tête de fatigué, on est au bout de nos vies, etc. Donc, même s'il y a des postpartum qui se passent plus ou moins bien, enfin, c'est quand même une grosse transition. Et je suis rentrée en fait chez moi et j'ai mis un message sur mon Instagram parce que à l'époque j'avais déjà ma page Insta qui avait même pas beaucoup d'abonnés, il y avait 12 000, 13 000 personnes, un truc comme ça. Et j'ai proposé donc de faire des rassemblements de mères une fois par mois en local en fait, à des échelles locales. Et ça a pris très rapidement. Et aujourd'hui du coup le Club Poussette, donc on est présent dans un peu plus de 180 villes et dans 6 pays. Et avec plus de 25 000 mamans voilà, qui ont voulu adhérer. Et l'idée, c'est d'avoir ce groupe WhatsApp où, en fait, on est avec des personnes de sa ville ou de sa localité qui sont dans la même période que nous, donc à savoir entre les 0 et les 3 ans des enfants, donc qui ont des intérêts et des conversations un peu similaires, et une rencontre une fois par mois officielle organisée par du coup chaque ville pour se rencontrer. Et voilà, sur ces conversations, sur ce groupe WhatsApp, il y a énormément d'échanges. Les mamans, elles se rencontrent pour aller faire des balades au parc ensemble. Elles s'apportent des petits plats. Enfin, c'est un village en fait, c'est un réseau, une communauté de mères qui s'est développée extrêmement rapidement. Et c'est assez incroyable de voir ça. Mais ce qui est surtout incroyable, c'est que c'est la jeune maman de 25 ans qui est là au parc et qui se dit mais putain, je suis trop toute seule, et qui se dit mais elles sont toutes comme moi, qu'est-ce que je peux créer pour changer ça? Et finalement, aujourd'hui, c'est combien de mamans qui profitent? Aujourd'hui, c'est énorme, hein. Je pense que, parce qu'il y a des mamans du coup qui ont dépassé les 3 ans, donc qui peuvent plus être au Club Poussette, mais depuis 3 ans, on est à plus de 30-35 000 mamans qui sont passées par le Club Poussette. Et qu'est-ce que ça a transformé à l'intérieur de toi, le fait de prendre cette décision-là, le jour où tu as pris cette décision et que tu es finalement passée à l'action avec ton petit bout de chou qui devait pas être bien vieux? Non, c'est clair. En fait, ça faisait partie d'un processus pour moi parce que j'ai créé le Club Poussette en avril 2022 et 1 mois avant, je venais de sortir mon documentaire sur le postpartum. Donc, que j'ai autoproduit, que j'ai fait toute seule parce que les chaînes l'ont refusé, parce que justement, je portais cette vision, en fait, je pense, assez lucide, assez réelle du postpartum, où moi, j'avais vraiment besoin, en fait, qu'on ouvre la parole sur ça. Enfin, en tout cas, moi, j'avais besoin de rencontrer des mères, j'avais besoin qu'on me parle réellement de cette période parce que j'ai été tellement choquée de ce que ça a été, en tout cas pour moi, en termes à la fois de corps, de... Qu'est-ce qui t'a choquée, en fait, concrètement? Ah bah, c'est que en ayant mon enfant jeune, je pense que, et comme j'étais une des premières de mes amies, et que dans ma famille, ça a toujours été un peu un tabou, le postpartum, enfin, du moins, on n'en parlait pas. Et ben moi, j'avais une vision extrêmement idéalisée, en fait, de ce que ça allait être d'accueillir mon enfant. Je voyais vraiment juste le positif. Je m'imaginais l'aimer très fort, que tout allait bien se passer. Ma grossesse s'est déroulée merveilleusement bien. J'ai fait un accouchement à domicile magnifique. Et donc, je pensais que ça allait continuer sur cette lancée. Et en fait, pas du tout. Mon fils, il a eu des problèmes de santé, j'ai eu des problèmes pour allaiter. J'ai eu un retour au travail qui a été super difficile, où j'ai vécu quand même des grosses discriminations. À l'époque, j'étais dans une agence événementielle. Parce que tu étais maman? Parce que j'étais maman, ouais. Parce que j'étais maman. Mon fils, il a eu des gros problèmes de sommeil. Enfin, j'ai pas été accompagnée. Et du coup, ça a été une énorme claque, en fait, pour moi, de me dire, mais c'est ultra dur. Je suis pas accompagnée, je suis toute seule. Je portais une grosse charge quand même de la charge mentale parce que c'était aussi le modèle de mon coparent où c'était plus la mère qui faisait, plus la mère qui savait. Et il y a une grosse rage, en fait, qui est partie de moi et qui a l'idée, en fait, à faire ces documentaires, à donner la parole aux mères, puis au Club Poussette. Tout ça, c'est le même bouillonnement, quoi. C'était quoi? En fait, ce que tu disais, mais je suis pas une bonne mère. En fait, c'était de la culpabilité, c'était... Il y avait énormément de culpabilité et surtout un sentiment d'injustice énorme. J'avais l'impression, en fait, que la société m'abandonnait, que mon travail m'abandonnait, que mes amis m'abandonnaient, que mon coparent m'abandonnait. J'avais l'impression d'être vraiment très, très seule. Et même les médecins, en fait, parce que les médecins, les problèmes de santé, en fait, ils ont mis des mois et des mois à me prendre au sérieux quand je disais ce
ce bébé va mal, il pleure toute la journée, il dort jamais. On me disait, bah oui, madame, mais avoir un enfant, c'est difficile, alors qu'en fait, il avait une énorme allergie aux protéines de lait de vache. Donc, qui a fait des choses en plus très compliquées. Il a fait plusieurs séjours à l'hôpital, etc. Et même comme ça, j'avais l'impression qu'on ne m'écoutait pas. Et du coup, comme j'ai eu avant une vie assez libre dans plein de pays où Oui, là, tu étais clouée. clouée avec vraiment une impression que personne voulait m'écouter, que j'étais qu'une mère et que du coup, c'était débrouille-toi, ma vieille. C'était pas OK pour moi. Non. Donc, Club Poussette. Et donc, ouais. Alors, en quoi ça a été salutaire pour toi Bah, je pense que déjà, le Club Poussette, je l'ai fait pour moi. Ouais. Donc, j'ai trouvé, moi, je me souviendrai toujours du premier meeting parce que l'idée du Club Poussette, et c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est que le meeting officiel du Club Poussette, dans chaque ville, il se produit le même jour, à la même heure pour tout le monde. Mmh. Et du coup, la première fois, j'ai dit OK, rendez-vous, parce que moi j'habitais dans le 17e, rendez-vous au Parc Monceau à côté. Et je me suis dit, mais t'es malade, ma fille, il n'y a personne qui va venir en fait. Et du coup, j'étais avec Ferdi, et là, je commence à avoir une poussette, 2 poussettes, 3 poussettes, 20 mamans qui arrivent en fait. Et on s'est mis en cercle. Et en même temps, moi, je recevais des messages sur mon téléphone des autres personnes dans des villes différentes qui étaient en train de faire la même chose. Et j'ai reçu, mais je ne sais pas combien de photos. Et il y a eu le premier meeting du Club Poussette, il y a eu au moins 30 rassemblements dans 30 villes. Donc énorme. Ouais. Donc un sentiment de solidarité énorme en fait, je suis pas seule là en fait. Et on avait besoin de ça. Et ce premier meeting pour moi, il a été déterminant parce que j'ai rencontré notamment une de mes meilleures amies aujourd'hui, qui a donc un enfant de l'âge de mon fils, qui est ma famille. Et dimanche, on était en train de tourner, parce que je tourne un nouveau documentaire sur les mères encore, hein, visiblement j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais j'ai filmé les filles du Club Poussette. Et c'est un village, en fait. C'est devenu mes nouvelles amies, des personnes qui comptent. Et quel retour te font les femmes, du coup, du Club Poussette? Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Énormément de gratitude. Je reçois des messages, mais encore aujourd'hui, pas quotidiennement, mais j'en ai au moins un dans la semaine. J'en ai reçu, mais tellement dès les débuts. C'était une vague d'amour. Par email, des gens qui me croisent dans la rue, qui me font des câlins. C'est assez fou, hein. Et donc ça donne de la force, vraiment. Et quel rapport tu as eu, toi, avec ta propre mère? Ma mère, elle m'a eu très jeune. Ma mère, elle m'a eu à 20 ans. Et c'était aussi un bébé surprise. Donc parfois, je relisais un peu mon histoire de « Ah tiens, on répète les schémas ». Et elle s'est séparée très tôt de mon père. Et du coup, ça a été... Je pense que ma mère, elle a fait une dépression du postpartum qu'elle n'a pas soignée. Et dont elle est toujours victime. Alors, c'est plus une dépression du postpartum, évidemment, mais c'est une dépression, je pense, qui s'est installée pour elle à ce moment-là et qu'elle n'a jamais soignée. Elle a pas pris soin d'elle à ce moment-là parce qu'elle pouvait pas. Et du coup, moi, ma mère, aujourd'hui, j'ai plus de rapport avec elle parce qu'elle a des gros problèmes de santé mentale. Donc c'est... Et pas mal de fois, je me suis fait la réflexion de me dire mais pourquoi je fais autant de trucs pour les mères? Et je pense que quelque part, c'est pour réparer la mienne. Ouais. Il y a un truc vraiment de ça. Et pourtant, aujourd'hui, je mets des barrières entre elle et moi parce que c'est pas possible de l'avoir dans ma vie, malheureusement. Donc, mais je pense qu'il y a un côté où j'essaye de réparer quelque chose quand même, parce que ça a été aussi très dur pour moi de devenir mère sans elle à mes côtés, quoi. Voilà. Donc il y a de ça, ouais. De me dire, en fait, si ma mère, elle avait eu un Club Poussette, peut-être Ça que... aurait pu l'aider. Ouais. Donc là, le Club Poussette aujourd'hui, donc je dirais, c'est une association qui tourne dans toute la France, dans toutes les grandes villes. Toute la France, toutes les grandes villes et même à l'international. D'accord. Ouais, il y a des clubs à New York, il y a des clubs en Allemagne, il y a des clubs en Espagne, il y en a un peu partout, hein. Donc là, s'il y a une jeune maman qui est enceinte ou sur le point d'accoucher ou qui se retrouve un peu démunie avec son petit bébé, si elle veut rejoindre un Club Poussette, elle tape Club Poussette sur Google et elle va trouver celui dont elle peut se rapprocher. En fait, j'ai fait un site internet qui est toujours le même d'ailleurs et qui est très simple, mais dessus il y a l'adresse mail du Club Poussette en fait, et donc la maman prend contact avec les bénévoles du Club Poussette et les filles en fait vont la redispatcher en fonction du Club Poussette le plus proche d'où elle habite. Et ensuite, elle sera intégrée au meeting et au groupe WhatsApp. Et en fait, ce qui est
super, c'est que ça a beaucoup grandi, que les filles du bureau et la nouvelle présidente ont vraiment continué à mener ça d'une main de maître, vraiment. Et il y a beaucoup de choses beaucoup de sous-groupes en fait dans le Club Poussette qui se sont créés parce qu'au début c'était juste vraiment des groupes par ville. Et ensuite on a vu qu'il y avait des besoins spécifiques. Donc par exemple il y a eu le Night Club Poussette qu'on a créé pour les mamans qui ont des difficultés avec les bébés qui ne dorment pas. Grave. Donc du coup c'est très mignon parce que ça parle toute la nuit quoi. C'est un groupe qui est ouvert de minuit à 6h du matin et on n'a pas le droit de publier la journée. Et c'est que le soir et c'est des messages de soutien en permanence, voilà. Il y a aussi le groupe des mamans solo, le groupe des mamans qui ont fait une PMA voilà, seule ou avec une maman, enfin une maman lesbienne, enfin un couple de lesbiennes. Il y a plein de sous-groupes qui se sont créés. Il y a aussi un groupe pour les femmes victimes de violences. Donc ça, c'est assez chouette à voir. Ouais. En tout cas, c'est sûr que s'il y a une maman qui a besoin, elle trouvera du soutien au Club Poussette. Et du coup, quel est ton rôle aujourd'hui dans le Club Poussette pour toi? Moi, aujourd'hui, c'est un rôle d'advisor et d'image plutôt du Club Poussette. Mais moi, j'ai laissé la présidence du Club Poussette il y a quelques mois parce que ça devenait trop gros et que Suzanne devenait trop gros. Oui. Et que je suis maman solo et que j'ai un enfant à gérer aussi et une vie. Donc du coup, j'ai donné la présidence à Vanda au début, qui était une des super tatas. Donc c'est une bénévole dans le bureau parce que nos bénévoles s'appellent aussi les tatas. Et du coup, voilà, c'est plus un rôle d'image, de porte-parole, d'advisor sur le Club Poussette. Ce sera toujours mon petit bébé, ton quoi. petit bébé, ouais. Et du coup, Suzanne. Donc là, c'est pour promouvoir les femmes. C'est ça, c'est une boîte de production audiovisuelle pour changer les représentations à tout ce qui a trait aux femmes, au féminisme, aux questions d'égalité, d'injustice de manière plus générale. Et ça, c'est né de mon premier documentaire, donc Postpartum, qui a eu, en fait, pareil, c'était pas prévu ça, mais il y a eu une belle trajectoire sur ce film-là, où quand j'ai commencé à l'écrire, donc moi j'étais enceinte de 8 mois, et j'ai commencé à écrire ce film parce que on m'a parlé du postpartum à ce moment-là et que j'étais pas au courant, en fait. Et je me suis dit, mais moi, j'accouche dans 1 mois, c'est pas normal que j'apprenne ça maintenant. Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait rien sur le sujet à l'époque, il y avait 0 documentaire, rien du tout. Donc j'ai voulu en faire un et j'ai commencé à un petit peu aller voir des chaînes en disant, est-ce que ça pourrait vous intéresser? Parce que le père de mon fils travaillait un peu dans le domaine. Et ils m'ont dit, ah non, non, pas du tout, on veut pas voir de sang, on veut pas voir de femmes comme ça, donc non. Et j'ai quand même continué l'aventure et je me suis dit, bah tant pis, je vais le faire en autoproduction. Et donc j'ai commencé à tourner avec vraiment une toute petite caméra, voilà, comme ça. Et j'ai fait un financement participatif où j'ai mis le film en préachat. Ouais. Et j'avais demandé 8 000 €, je crois, pour faire la post-production. Et j'ai récolté 42 000. Ah ouais. Donc il y avait un besoin aussi. Et à partir de ça, j'ai fait aussi mon deuxième documentaire qui s'appelle Big Bang Baby, qui est plus là du coup sur les 2 ans, 4 ans de l'enfant, quoi. Avec tout ce qui change, enfin tout ce qui change en termes à la fois de générationnel avec les familles, enfin avec les mères, en soi, dans son couple, etc. Et en fait, de là, je me suis dit, mais il y a énormément de sujets à traiter, il y a tellement de choses que moi, j'aurais aimé, en fait, dont on me parle avant. Et Suzanne est née comme ça, pour donc une boîte de production qui est vraiment spécialisée pour mettre en avant les récits des femmes, les récits des minorités. Et on est indépendante complètement, donc c'est pas simple tous les jours non plus, mais on sort le 18 novembre notre 11e film. Wow. Donc je suis très fière aussi de ce chemin parcouru parce que c'est pas facile de faire des films comme ça. Et surtout, pareil, énormément de reconnaissance des personnes qui regardent nos films et qui nous disent merci, quoi. Donc, Et c'est quoi ta vision, en fait? Parce qu'il y a quand même un fil rouge là, dans tout ce que tu fais. Et dans 10 ans, tu te vois où? Avoir réalisé quoi? Alors, 10 ans, ah, tu me demandes loin là, dis donc. Écoute, dans 10 ans, je sais pas. En tout cas, moi, je sais que là, je commence vraiment à me dire, sur les 5 dernières années, tout ce que j'ai fait, j'ai eu un truc quand même de surproductivité, je pense. J'ai surproduit.
Vraiment, et parce que c'était mon engagement qui parlait, c'était mon réveil féministe, c'était cette envie voilà, de faire toujours plus. Et c'est encore le cas aujourd'hui, hein. Je fais encore énormément de choses. Je sors mon livre dans 2 jours, Ah oui? mon nouveau livre. Tes livres, du coup, Ouais. c'est quoi les titres? Le premier, c'est La naissance d'une mère, Mmh. qui c'est un guide, justement, qui reprend un petit peu mon film Postpartum. C'est un guide, sur la première année après la naissance de l'enfant. Le deuxième, c'est Big Bang Baby. Là, c'est un essai plutôt sur les dynamiques, dans le couple, dans, ce que la matrescence aussi, de comment, en fait, la maternité peut amener un changement identitaire super profond et super cathartique. Et celui-ci, c'est un livre, qui est différent des autres puisque c'est un mélange entre de l'autobiographie et de l'autofiction. Donc c'est 12 nouvelles que j'ai écrites et qui sont 12 souvenirs, qui ont été un peu fondateurs, dans ma vie et où je raconte tout ça. Et c'est, un mélange de libération, de sortie d'hétérosexualité aussi parce que ça a été mon cas, suite à la naissance de mon enfant. Je parle aussi pas mal, d'inceste, de domination sur les enfants. C'est le dernier film que j'ai réalisé qui s'appelle Réinventer l'enfance, et c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Et donc voilà, donc 12 nouvelles, très, 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 très personnelles. Et je suis très fière de l'avoir, fini et de l'avoir, accouché celui-là Ouais. aussi. Tu as une maison Mmh. d'édition ou c'est toi qui... Alors pour les 2 premiers, je les ai édités chez Erol et Mango, et celui-là, j'ai monté ma maison d'édition. Dans le genre, Donc dans 10 ans? suractive. Dans 10 ans? Et dans 10 ans, écoute, dans 10 ans, j'espère que Anne-Suzanne vivra toujours et que, on aura assez de financement pour pouvoir produire d'autres femmes. Je pense que j'aimerais bien vraiment pouvoir donner la main aussi. Alors, on l'a fait sur Anne-Suzanne, on a pu produire d'autres femmes, déjà, mais j'aimerais bien, encore plus. J'aimerais bien, heu, continuer à écrire mes livres et vraiment prendre là, je sens que j'arrive aussi à un moment où l'écriture, ça devient très, très important pour moi et que ça prend une grande place dans ma Ouais, tu as vie. besoin d'espace, du J'ai coup. besoin Mmh. d'espace. Je commence une première fiction là, donc j'espère pouvoir continuer aussi à produire et à réaliser de la fiction. Et j'aimerais bien, pourquoi pas, une école ou quelque chose comme ça. En tout cas, quelque chose dans la transmission, tu vois? Mmh. Et avoir du temps avec mon enfant. Il y a un vrai sujet sur, la domination adulte, et c'est vrai qu'en France, aujourd'hui, c'est un sujet, dont on parle encore peu, et c'est une domination qui est très peu visible, en fait. Mais c'est le lot de toutes les dominations, sauf que, sur la domination, faite aux femmes ou sur les personnes queer et cetera, en fait, on est toutes et tous des adultes et on peut prendre la parole à ce sujet. Les femmes se sont mobilisées, pour, aller arracher leurs droits, pour, prendre leur place et cetera. Le problème de la domination sur les enfants, c'est qu'on parle, d'une classe sociale qui n'a pas la parole. Les enfants, ils peuvent pas se mobiliser, les enfants, ils peuvent pas, monter des Mmh. associations ou faire des interviews, comme moi je fais là. Et donc ça produit du silence, et malheureusement, ça produit pas assez de littérature sur ce que c'est la domination adulte pour qu'aujourd'hui, ça soit vraiment compris dans la société. Et c'est vraiment difficile de faire ce pas de côté, en fait, quand nous-mêmes, adultes, on a vécu et on a intégré et on a été socialisés dans cette domination adulte. Pour le voir, en fait, c'est finalement assez compliqué. Mais quand on regarde les chiffres et qu'on connaît un petit peu les chiffres des violences sur les enfants, en fait, c'est d'une évidence, immense, en fait. Il y a 160 000 enfants qui sont victimes chaque année de violences sexuelles, dont 78 que les violences sont commises, au sein Mmh. de la famille. C'est un enfant qui meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents. C'est, un peu plus de 78 des Français qui disent, que les violences éducatives ordinaires, c'est d'accord, c'est OK. Donc ça va pas. Et il y a un gros travail de la part des médias, de la part des associations et de la part de nous tous, citoyens et citoyennes, en fait, d'aller prendre la parole pour les enfants et de mettre, fin, à ces violences immenses qui s'exercent, Et ce serait quoi les solutions pour toi, justement, pour mettre fin à ces violences, quotidiennes que vivent les enfants? Alors, il y a pas une bonne réponse à ça, malheureusement. Déjà, je pense que le réveil, de la société civile, il est obligatoire. On fera rien sans ça. Il faut que, ça soit pas seulement les parents, pas seulement aussi les personnes qui travaillent avec les enfants, mais tout le monde qui repense sa relation aux enfants. Et ça commence aussi avec sa propre enfance, en fait. C'est relire sa propre enfance pour
derrière, pouvoir voir ce qui a été OK ou pas OK, ce qu'on a envie de faire évoluer. Et sinon, il y a évidemment, pour moi, la question politique, elle est primordiale, ça c'est sûr. On devrait avoir des politiques publiques qui s'occupent en fait de ces sujets-là, mais les enfants ne votent pas. Donc malheureusement, on n'y est pas encore. Donc non, ça va prendre un peu Alors, de temps. moi, ma vision des choses, qui est complémentaire à la tienne, qui est un autre angle, c'est je pense que les adultes ne savent pas gérer leurs émotions. Ah, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est d'utilité publique que d'apprendre. Tu sais, on s'intéresse énormément au cerveau rationnel. Oui. Tu vois, on fait des tests de QI, des choses comme ça. Mais à l'intelligence émotionnelle, rien. Je suis d'accord. Jamais on a appris, ni aux enfants ni aux adultes, à gérer leurs émotions. Tout à fait. Et éduquer finalement toute la société Ouais. à ça, c'est d'utilité publique. Tout à fait. Et c'est un des points centraux aujourd'hui, justement, qui est soulevé dans l'éducation nationale, où tu vois, là, les enfants en maternelle, ils vont avoir ces cours d'éducation affective. Et ça, c'est chouette. Mais c'est encore autre chose. L'éducation affective, c'est pas l'éducation émotionnelle. Si quand même, parce que et sur toute la scolarité maternelle, c'est les émotions. C'est justement les émotions. Le problème, c'est qu'on en est encore au début et qu'on demande à des adultes, maîtresses, maîtres, d'aller enseigner ça à des enfants, alors que nous-mêmes, on n'est pas régulés. Donc, mais je suis complètement d'accord avec toi. Le problème, pour les adultes, il part de là. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important que chacune puisse relire sa propre enfance aussi avec des lunettes un peu différentes. C'est-à-dire, OK, où sont mes traumas? Où est-ce que je peux... Et en même temps, je ne crois pas que tu aies besoin de tout comprendre de ton histoire. Alors, il y a des nœuds, effectivement, qui demandent à être un peu désamorcés, un peu dénoués, tu vois. Mais souvent, on regarde notre propre histoire avec des yeux d'adulte. Oui. Et c'est un peu faussé, tu vois. Ouais. Et je sais pas, une dissonance émotionnelle ou une tristesse récurrente, etc., peut avoir son origine dans un événement, mais souvent, c'est pas que un événement. Ah non. Il y a plusieurs traumas répétés dont on n'a pas forcément conscience. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que moi, j'aime apprendre aux gens à revenir dans le présent. Ouais. Dans le présent, il y a ton passé, il y a tout, en fait. Et à partir de là, d'arriver à transmuter dans l'instant ce qui ne te convient pas, tu vois, et redonner le pouvoir à chacun et la responsabilité sur ses émotions. Alors, je ne dis pas que c'est facile, et quand tu es en colère et que tu as envie de dégommer quelqu'un, de transmuter directement ça en détermination, ça peut prendre un peu de temps, mais déjà de mettre de la conscience dessus, je suis d'accord. Et qu'on a la responsabilité de ce qui nous traverse. Tout à fait. Enfin, pas forcément de ce qui nous traverse, parce qu'on peut être traversé par des choses qui ont été déclenchées par quelqu'un d'autre, mais on a la responsabilité de ce qu'on en fait. Oui. Non, c'est sûr. Mais tu vois, quand je disais ça, c'était aussi pour dire, parce que, par exemple, quand j'ai réalisé Réinventer l'enfance, tu peux pas savoir le nombre de personnes, quand je parlais du film, me dire mais en fait, moi, j'ai pris des claques toute ma vie et ça a contribué à la personne que je suis aujourd'hui. Et tu vois, pour moi, c'est aussi ça, en fait, pouvoir relire son enfance avec un prisme de, en fait, qu'est-ce qu'une violence et qu'est-ce qui est vraiment bon pour soi, en fait. Mais la violence n'est jamais bonne pour des enfants qui ont un besoin de sécurité et d'attachement hyper profond sur les premières années de leur vie. Et quand on est une énorme majorité aujourd'hui en France et un peu partout ailleurs, à ne pas avoir bénéficié en fait de cette sécurité aussi émotionnelle, affective, même parfois matérielle, avec nos parents ou les personnes qui devaient prendre soin de nous. Donc mais pour moi, ça a tout à fait lien avec le présent. C'est en fait pourquoi aujourd'hui ces réactions-là, elles me déclenchent. Pourquoi est-ce que ma réaction, ça va être de la colère, alors que ça pourrait être tout à fait autrement. Mais pour moi, ça part beaucoup de là. Et c'est difficile aussi parce que on devrait toutes et tous pouvoir être accompagnés. Je pense, psychologiquement, en fait, pour pouvoir aussi, parce que je pense pas que ça soit qu'une question de volonté. Alors, je pense que on va dire, il y a quand même une grande partie de la population qui est en pleine possession de ses capacités intellectuelles, physiques, et qui peut être en mesure, en étant aidée, tu vois, et avec les bons outils et surtout une compréhension de ce qui se passe. Tu sais, quand on ne comprend pas ce qui se passe à l'intérieur de nous, on est démunis et on ne sait pas quoi en faire. Complètement. Mais déjà, d'apprendre à... C'est quoi qui se joue là ? Comment ça marche ? C'est pas là pour te détruire, en fait. C'est là pour te dire quelque chose. Qu'est-ce que ça te dit ? Apprendre à décoder le message. Et souvent, un parent qui est violent face à un enfant, je parle un parent psychologiquement équilibré, en fait,
il déborde et il va commencer à donner des baffes à son gamin parce que lui-même ne sait pas se gérer. Bien sûr. Et de voir son enfant souffrir, c'est absolument insupportable pour lui. Ouais. Donc, il préfère le taper pour le faire taire Oui. plutôt que de se dire, bon, je vais déjà moi me calmer Ouais, tout à fait. C'est sûr. et je gérerai la crise de mon gamin après. Mais c'est aussi quand il y a beaucoup de reproduction dans les modèles aussi parentaux. Donc en fait, quand tu as grandi, et donc nous, dans notre génération, ça va mieux, mais si on remonte un petit peu, en fait, la violence, c'était la norme. Oui. Donc en fait, malheureusement, quand tu as grandi là-dedans et que on te mettait des tartes parce que tu n'avais pas le droit de dire un mot, ou parce que la violence, elle était omniprésente, ou parce que tu as vécu dans un climat incestuel, ou parce que tu as vécu de l'inceste directement, enfin, sur ma génération, c'est 5 millions de victimes d'inceste. Donc Et en fait, déjà, se réparer sur ça, c'est... Ce qui est fou, c'est qu'un enfant qui est victime de violence, il a honte, en plus. Oui. Donc, il n'en parle pas. Non. Il le cache. Et malheureusement, quand il en parle, 8 fois sur 10, il n'est pas cru ou écouté. Ouais. Et moi, ça a été mon cas. Et je suis, mais mon Dieu, une petite goutte parmi un fleuve. Moi, j'ai dénoncé l'inceste de mon grand-père. On m'a dit, t'es qu'une menteuse, tu vas te taire. Bah oui, parce qu'il y a aussi toutes ces questions d'ordre, pas toujours, de pyramidal, en fait, dans les familles aussi, et où l'enfant, c'est facile de lui dire, mais tu vas te taire. Alors qu'on ne va pas aller remettre en cause un patriarche ou une personne qui a une position de dominance dans la famille. Donc, pour aller se reconstruire derrière avec ça, moi, j'estime que, et je ne sais pas pourquoi, moi, j'en ai fait une force énorme, mais je sais que c'est pas du tout... Enfin, j'en ai fait une force énorme aujourd'hui avec la naissance de mon fils parce que j'ai pas voulu répliquer ces schémas et que quand il est né, je me suis dit, si je me répare pas, ça va être la merde. Mais t'as choisi, du coup. J'ai choisi, mais je me suis fait beaucoup, beaucoup de mal, moi, avant. Tu vois, beaucoup. Je me suis mis dans des situations de danger, j'ai eu des problèmes d'addiction avec la drogue très, très fortes. Je me suis complètement entourée de personnes archi-toxiques. J'ai déjà eu peur pour ma vie. Enfin, je me suis mis dans des situations dramatiques, vraiment. Donc, franchement, si j'avais pu m'éviter ça... Mais oui, il y a toujours eu un truc en moi qui m'a dit... Moi, je pense que ce qui m'a sauvée, c'est que j'ai jamais cru les adultes. Tu vois, mais vraiment. J'ai toujours eu un truc, je pense que c'est parce que quand j'ai vu... En plus, j'ai fait une amnésie traumatique, donc tout ça, je sais pas si c'est réel ou pas, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète aujourd'hui. Mais je me souviens de ce sentiment de toute façon, ils disent n'importe quoi. En fait, ils me croient pas, personne me croit. Enfin, j'avais très vite, j'ai compris que les adultes en face de moi, je pouvais pas leur faire confiance. Mais du coup, quand ils essayaient aussi de me dire des choses, parce que tout le temps, je me rappelle quand j'étais petite, on me disait tout le temps, mais toi, tu vis dans le monde des bisounours, tu veux faire ça, mais tu pourras jamais. En fait, je les ai jamais écoutés. Et du coup, j'ai toujours fait, j'en ai fait qu'à ma tête. Et aujourd'hui, je peux enfin dire, bah, j'avais raison de m'être écoutée. Mais ça a pas du tout été simple, quoi. Mais oui, je pense qu'on peut faire une force de ces traumas quand on s'en sort et quand il n'est pas trop tard, parce qu'il y a aussi des personnes, en fait, qui se suicident. Il y a des personnes qui plongent dans des dépressions immenses, qui plongent dans l'alcool, dans la drogue, et qui, en fait, n'ont pas de chance. Moi, j'imagine, enfin, j'ai eu de la chance. Quelque part, j'ai eu de la chance. Mais c'est vraiment pas le cas pour tout le monde, et malheureusement. Qu'est-ce que tu pourrais partager, tu vois, comme petit déclencheur, peut-être que tu as eu à l'intérieur de toi, qui, tu vois, moi, par exemple, j'ai un souvenir d'un moment hyper difficile où j'ai cru que vraiment ça allait être terminé pour moi. Et il y a eu comme un truc à l'intérieur de moi qui s'est déclenché, qui m'a dit, mais non, mais t'es pas né pour avoir une vie pourrie, tu vois. Mais je sais pas ce qui déclenche. Tu vois, il faut peut-être parfois toucher vraiment le fond pour que l'élan de la vie, finalement, vienne te prendre et te happer. Oui, j'ai vécu ce moment aussi. Je l'ai vécu, et pas qu'une fois d'ailleurs. Non, bah moi j'ai eu des gros soucis avec la drogue de mes 14-15 à mes 23 ans. Et en fait, à un moment, j'étais dans une soirée où je prenais la drogue avec ces personnes beaucoup plus vieilles que moi, qui me voulaient clairement pas du bien. Et je me souviens avoir eu une espèce de flash, il devait être 5 heures du matin, et je les ai regardés, et ils avaient 20 ans de plus que moi. Et je me suis dit, mais en fait, là, si j'arrête pas, je vais devenir comme eux. Et à 40 ans, je serai là, en fait, avec des gamines de 20 ans, en train de prendre de la cocaïne, et je veux pas ça pour moi parce que je sais que j'ai des choses à dire et que j'ai des choses à prouver, et c'est mort, en fait, c'est stop. Et ce moment-là, il a fait switcher ma vie. En fait, tu as associé à ce moment-là plus de souffrance à la cocaïne
que de plaisir. Exactement. Et c'est exactement ça, les addictions. L'addiction en elle-même, c'est pas l'addiction le problème. L'addiction, c'est le pansement sur Oui, la douleur. sur la douleur, tout à fait. Tant que le corps a associé plaisir et apaisement avec la substance ou le comportement addictif, on ne peut pas arrêter. Non. Mais à partir du moment où c'est ce point de bascule que tu as connu, où tu associes plus de souffrance c'est sûr. à continuer avec ce baume, cette espèce de pansement-là, que là, tu enclenches un switch. C'est ça. Et je les ai vraiment vus, tu vois, et je me souviens de me dire, mais il n'y a aucun moyen que moi je finisse comme ça. En fait. Sacré parcours. Sacré parcours. Donc, dans 10 ans, tu te vois continuer à... Je me vois... En fait, je pense que j'ai une chance immense parce que j'ai vraiment toujours recherché, je pense, de faire quelque chose qui me plaisait vraiment. Tu vois, je suis rarement restée en poste avant. Très vite, je devenais désinvestie, je devenais même super triste dans mon travail parce que j'aimais pas ce que je faisais et j'ai toujours eu ce truc. Je veux trouver là où je suis vraiment bien, en fait. Je ne vais pas me contenter d'un travail où, en fait, je fais ma part, mais j'ai besoin, moi, que ça me submerge, en fait. Et j'ai trouvé ça avec les films, avec le tissu associatif, avec mes livres. J'ai vraiment, vraiment, vraiment trouvé ça. Et surtout, ça c'est en plus... j'ai une communauté qui s'est agrégée aussi un peu à ma démarche, donc du coup, je reçois énormément de soutien. Enfin, ça, c'est la meilleure chose. Je pense que tu vois de quoi je parle, tu vois, mais les gens qui te disent merci, en fait, c'est génial. De partager, en fait, tout ce qui m'arrivait de mal, tu vois, j'essaye de le partager de manière lucide et claire et pas trop dramatisante pour dire on peut en faire quelque chose d'autre et on est ensemble là-dedans et ça va bien se passer. Et de voir en fait qu'il y a un écho, que ça résonne, moi ça m'apporte une fierté et une raison de vivre immense. Et là, j'ai trouvé ma place, tu vois. De quoi tu es le plus fière aujourd'hui? Je suis le plus fière de ma relation avec mon fils. Vraiment. Ça, je pense que c'est quelque chose dont je suis extrêmement fière, en fait, d'avoir fait aussi beaucoup de choix difficiles pour pouvoir le mettre en sécurité. Et du coup, en le mettant en sécurité, je me suis mise en sécurité. Ça, c'était quelque chose que j'avais pas forcément prévu. C'était vraiment pour lui. Et en fait, évidemment, ça a eu des répercussions sur moi de me choisir, de le choisir, de me dire que je suis assez solide, en fait, pour pouvoir l'élever dans un environnement, même si j'ai pas de famille, même si je suis un peu solo. En fait, non, j'y arrive et je lui montre un exemple qui, moi, me plaît aujourd'hui. Alors, il me trouvera sûrement tous les torts du monde quand il aura 20 ans. Mais en tout cas, moi, je suis alignée avec ce que je fais. Je suis alignée de ce que je lui montre en termes de vision de la vie, en termes de vision du travail, en termes de vision même d'attachement émotionnel avec les gens qui m'entourent. Et voilà, je pense que je suis fière d'être sa mère et je suis fière de porter plein de messages aussi pour lui, de défendre le droit des enfants. Je le fais pour moi, pour la petite fille de 6 ans que j'étais, mais je le fais beaucoup pour lui aussi. Et voilà, de lui montrer que dans la vie, en fait, on se lève et on se bat, quoi. C'était l'interview juste avant. C'est bougez-vous aussi. Voilà. C'est vraiment c'est ça. quelque chose qui revient. Voilà, lève-toi le matin et fais quelque chose, quoi. Ouais, exactement. Et tu aurais envie d'avoir d'autres enfants? Alors écoute, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui parce que je considère que aujourd'hui pour bien faire mon rôle de mère avec Ferdinand, et en fait faire tous les projets, toute ma carrière, qui est en train de pas mal monter, il me faut du temps pour moi. Donc c'est pas quelque chose que je ferai dans l'immédiat, mais dans quelques années peut-être. Dans quelques années, ouais, peut-être. Franchement, peut-être. Je sais pas. Si, ça dépend aussi des questions financières. Moi, en plus, je suis plus dans un couple hétérosexuel, je suis lesbienne, donc c'est aussi un nouveau monde qui s'ouvre à moi. Voilà, c'est pas si simple en fait quand on est. Et ta compagne n'a pas d'enfant? Si. Si, un plus grand, mais ça pourrait être. Enfin, tu vois, c'est pas quelque chose dont on parle. Là, c'est plus vraiment quelque chose où moi, enfin, je me dis. Pourquoi pas dans quelques années, mais pas si simple de faire un bébé quand on est deux femmes. Et la famille recomposée? Ah, moi j'adore. Ouais. Ah ouais, moi j'adore ça, vraiment j'adore ça. Et dans ma famille, j'inclus aussi mes amis très proches, parce qu'ils ont le rôle de tata, tonton en fait, clairement. Et j'adore en fait avoir créé une famille choisie aussi forte, aussi solide et aussi nombreuse aussi autour de moi et autour de Ferdinand. Et c'est pour ça en fait j'ai vraiment, je me souviens quand je parlais encore à mes parents, et que j'avais
pas cette famille choisie, même en ayant des parents, je me sentais très seule, en fait. Alors que là, plus du tout, plus du tout, plus du tout. Donc, si tu devais donner une définition de la famille, parce que tu sais, parfois, moi j'ai le cas avec mes propres enfants, ils ont le schéma de la famille classique, Oui. tu vois. Et le divorce est quelque chose qui est extrêmement douloureux pour un enfant. Ouais. Aucun enfant n'a envie de voir Non. ses parents se séparer. Mais du coup, ils ont du mal à avoir la perspective d'une famille de cœur, tu vois. De se Ouais. dire, c'est oui, mes parents sont plus ensemble, mais j'ai toujours une famille, en fait, et j'aurai toujours ma place dans une Bien sûr. famille. Mm. Et tu vois, comment tu pourrais... Écoute, moi, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai fait le choix de me séparer tôt du père de Ferdinand. En fait, quand j'ai vu que ça allait pas, j'aurais pu rester, hein, parce qu'on avait, on se tapait pas dessus, il y avait pas de violence. C'est une bonne personne, c'est une gentille personne, tu vois, vraiment. On avait des conditions de vie très cool et tout, mais en fait, je me suis vraiment dit, je sais que là, c'est pas ma vie. Je sais que je pourrais continuer 10 ans comme ça, mais non. Et je pense déjà le fait d'avoir, on s'est séparés, il avait 18 mois, Ferdy. Donc en fait, c'est aussi tout ce qu'il a connu depuis qu'il est petit. Mes amis, et surtout, moi, je demande beaucoup d'aide. Je demande beaucoup de présence à mes amis, en fait. Ils savent que j'ai pas de famille et ils savent quand on devient mon ami, il y a un truc je demande si on est vraiment très proche et qu'on a ce genre de relation et que les personnes aussi sont consentantes, évidemment, mais d'avoir en fait un rôle dans la vie de Ferdinand, et il faut le prendre au sérieux, ce rôle, pour moi. Donc ces discussions, je les ai avec mes amis, donc c'est quelque chose qui est audible, que je vocalise aussi. Et pour Ferdy, en fait, depuis toujours, je lui ai expliqué aussi que moi, j'ai plus mes parents. Donc, il a, du côté de son père, il a sa grand-mère, etc. Et donc, très vite, il m'a demandé pourquoi t'as pas de papa, pourquoi t'as pas de maman. Et donc, je lui ai expliqué avec des mots d'enfant ils étaient en vie, mais que j'avais fait le choix de plus leur parler pour me protéger et pour protéger Ferdinand parce qu'il me faisait du mal. Mais que du coup, on avait Sarah, on avait Lola, on avait toutes ces personnes-là. Et souvent, il me demande de faire la liste de notre famille. Et tu vois, aujourd'hui, c'est complètement rentré dans son esprit qu'il sait très bien que c'est pas des liens de sang. Il sait très bien que c'est pas comme sa grand-mère. Il sait très bien que c'est pas comme son père. Mais c'est notre famille qui est là au quotidien, en fait. Et surtout, on s'arrange. Ferdy, il est gardé avec la fille de ma meilleure amie après l'école. Dès que moi j'ai des tournages, c'est mes copines qui font un roulement qui le prennent. On a une maison de campagne en coloc. Ah, Donc, du coup, en fait, tout le monde se rejoint là-bas. Les Noëls, c'est là-bas. C'est nos anniversaires, c'est là-bas. Donc j'ai aussi créé des espaces, et c'était important pour moi, où on pouvait se retrouver en famille. Je suis la personne qui organise toujours les Noëls, les machins, les trucs, parce que c'est vraiment important pour moi. Et je pense que du coup, je suis très moteur, en fait, dans les moments de rassemblement et tout, parce que j'en ai besoin et que j'ai des gens qui répondent présents. Mais est-ce que tu feras autre chose que finalement rassembler les gens? Parce que dans ton métier, c'est ce que tu fais, dans ta vie de famille, ta vie amicale, tu fais que ça, en fait. Écoute, moi, je pense que je me suis trouvée là-dedans et que ça me nourrit immensément et que je vois que ça fait aussi du bien aux autres, en fait, d'avoir ces espaces de parole dans le cadre des films, etc. Non, je pense que c'est ma vie et que moi, c'est ma route là. C'est vraiment ça, c'est rassembler des gens et essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire famille, aimer autrement, s'aimer soi-même dans une société qui n'est pas forcément câblée, ou en tout cas qui ne voulait pas que ça se passe comme ça, entre guillemets, quoi. Parce que, moi, j'ai beaucoup souffert de ce modèle aussi de famille dont tu parlais. Et pendant longtemps, j'ai cru que, en fait, c'était comme ça, il y avait que cette forme de famille-là. Et c'est en sortant aussi des sentiers battus, en sortant un peu du droit chemin, que moi, j'ai trouvé vraiment ma voie. Et en fait, en parler aux autres et être vocale sur ce chemin-là, et de dire ça vaut le coup de s'écouter, en fait, quand même, parce qu'il y a un chemin qui est présenté, mais peut-être que c'est pas celui qui va être le mieux pour vous. Et moi, ça m'anime. Okay. Quel message tu aurais, un petit mot de la fin? Qu'est-ce que tu aurais aimerais partager et peut-être, ou je sais pas, ton petit mot? Un petit mot de la fin? Écoute, pour lier sur ce qu'on vient de dire, je pense que vraiment, moi, sur mes premières années, que ce soit enfant, adolescente, j'ai vraiment ressenti qu'on me demandait de me taire et de pas écouter ma voix. Tu vois, mais c'était assez présent, hein. J'avais l'impression que ma parole, en fait, n'avait aucune valeur.
Et je me suis construite comme ça, comme beaucoup de filles et même de petits garçons aujourd'hui. Et ça a été de relier avec ma propre voix intérieure. Et parfois, elle s'est faite très, très basse, hein, parce que quand en fait, tu passes toute ton enfance à subir des violences psychologiques, sexuelles, etc., et qu'ensuite, tu arrives adolescente, où voilà, c'est dur hein, d'être adolescente, et dans une société qui nous met plein d'injonctions en plus, c'est compliqué. Et bah, parfois, la voix, elle est plus tellement audible, mais elle est quand même toujours là, elle part jamais. Et donc, pour moi, ça serait peut-être ça le message d'être très attentive en fait à cette petite voix parce qu'elle nous emmène vraiment là où il faut. Et comment tu distingues cette petite voix du cœur finalement, tu vois, qui est plus là que la petite voix qui est dans la tête? Je pense que, en fait, alors après, c'est un apprentissage. Parce qu'au début, comme je disais, on l'entend tellement peu parce qu'il y a tellement de bruit autour. Mais c'est faire de l'espace en soi-même. Tu vois, tu parlais de ramener de la conscience, je suis complètement d'accord. C'est s'écouter sur des choses en fait qui sont ultra banales. Enfin, je veux dire, moi, je sais que pendant très longtemps, j'avais même peur de m'exprimer, peur de dire quelque chose parce que j'avais peur de comment on allait me juger, etc. Et donc, c'est tous ces petits moments où on sent qu'il y a une espèce de... Ouais, ça tape à la porte, quoi, et on dit non, non, tais-toi, tais-toi. Bah, c'est d'essayer, en fait, d'écouter. Au début, peut-être que ça va pas réussir à sortir, mais faire attention, être dans la conscience de... On le sent dans le corps, après, en fait. Et après, c'est... C'est ça, on le sent dans le corps. En fait, Ah c'est ouais. une sensation physique. Ah oui, c'est physique, ouais. C'est physique, mais au début, c'est tout petit. Et plus on s'écoute et plus, en fait, ouais, on fait attention à soi. Et plus je pense que ça va avec quand même la remise en cause de certains stéréotypes et certains standards de la société qui nous annihilent beaucoup. Et ben là, après, ça roule, quoi. Et moi, je sais que maintenant, c'est un volcan en moi, quoi. Hein. Vraiment. Super. Merci Ève. Merci Astrid, trop On se bien. retrouve ce soir pour Ouais. t'applaudir. Trop bien, merci. Merci en tout cas. C'était riche et Merci, précieux. trop bien. Merci à toi pour ce moment, trop cool.